Vers quoi allons-nous? Pour moi, le plus marquant, c'est vers l'incertitude. Si avant j'avais une certaine idée du futur, je pouvais me projeter dans le futur, maintenant, non seulement à titre individuel, mais surtout à titre collectif, pour moi, le futur est d'évidence totalement incertain. Donc, pour nous préparer, justement, nous qui avons l'habitude de nous projeter dans le futur avec des projets, eh bien, comment nous nous préparons à faire avec l'incertitude totale? Si une chose pour moi est évidente, c'est non seulement à 10 ans le futur est incertain, mais très proche. Qui imaginait la guerre en Ukraine, qui imaginait le Covid, etc. Et des choses donc qui transforment notre quotidien et parfois très rapidement. Donc ça m'a amené à me dire, mais je peux certes projeter des choses, mais avec de plus en plus la conviction que ça peut être balayé du jour au lendemain et que je sois amené à quelque chose de complètement différent, et à titre personnel et à titre collectif. Bon, quand on voit la crise sociale, politique qu'il y a en France actuellement, même chose, de voir comment, à quelle vitesse des choses peuvent se dégrader, le conflit apparaître, le chaos apparaître. Bon, les forces de chaos me semblent de plus en plus à l'œuvre à travers le monde. Donc voilà, ça c'est vers quoi on va collectivement, c'est vers des temps mouvementés, des temps extrêmement changeants, avec des possibilités de violence, de chaos, de désintégration de certaines structures, et aussi l'émergence de choses nouvelles. C'est de voir que nous sommes tous liés. Avant, chaque pays, chaque petite cellule sociale pouvait vivre un peu dans son coin. Maintenant, c'est fini. Ce qui se fait à l'autre bout de la planète a des retombées chez moi et réciproquement. Donc, l'ego fonctionne avec la séparation, moi, le reste, mon monde, mon univers. Là, tout ça explose dans la réalité. Donc là aussi, vers quoi on va, justement, c'est vers un monde où l'idée qu'on va pouvoir se mettre à part et se protéger à part me semble une illusion totale, que si certains crèvent de faim à un endroit, n'ont plus d'eau, eh bien je serai forcément concerné par ça à un moment ou un autre, même si moi j'ai encore à manger et si j'ai encore de l'eau, et ainsi de suite. Donc la vision de mon petit univers clos va nécessairement voler en éclats. Donc comment je me situe vis-à-vis de ça, comment je prends la responsabilité de ça pour voir, voilà, ce qui se passe ailleurs me concerne. La responsabilité, c'est pas se reposer sur les autres, c'est pas se reposer sur l'extérieur, c'est pas attendre, c'est voir, bon, ça me concerne, qu'est-ce qui me concerne, quel est le rôle que je peux jouer à mon niveau, modestement, mais il y en a un, forcément. Donc de dire, oh, c'est trop, ça me dépasse, et donc de se laver les mains de la situation, parce que là aussi, l'expérience montre que les changements, nous résistons au maximum, et nous n'acceptons, nous résignons à changer que quand on est vraiment au pied du mur, ou quand le pire est là. Justement, quand on admet, oui, il y a le conflit, oui, il y a des intérêts, oui, il y a des intérêts contradictoires, oui, chacun veut tirer la couverture à lui, chacun veut avoir la sécurité, chacun veut avoir les biens matériels, etc. Bon, donc chacun défend avec becs et ongles son beefsteak. C'est une réalité. De juger ça, de condamner ça est totalement
inefficace. Mais donc c'est le réalisme, c'est en ouvrant les yeux sur les chaînes de cause et d'effet. En fait, souvent, nous voyons le départ, mais nous ne voyons pas le retour. Tout le vivant fonctionne avec le biofeedback, c'est-à-dire avec la rétroaction. Les régulations se font par la rétroaction, c'est-à-dire le retour d'une action sur moi-même. Et en fait, nous sommes organisés, notre société est organisée pour ne pas voir les retours, pour ne pas voir nos déchets, pour ne pas voir ce que nous détruisons, pour pouvoir ne voir que l'avantage sans voir le coût. Donc, pour mûrir, nous avons besoin de regarder, mais non, je dois voir l'ensemble et je dois voir, tiens, l'eau, si je suis au bord de la mer et que je vois des plastiques flotter dans la mer, d'où viennent ces plastiques? Ah, je peux dire, oh, c'est les plastiques des autres. Mais non, il y a les miens. Donc, voilà, c'est ce mûrissement intérieur qui nous amène à prendre, justement, à ne pas rejeter la faute sur les autres. Ben oui, si je gaspille l'eau, ben, faut pas que je m'étonne qu'il y ait des gens qui n'en ont pas assez, qui soient frustrés, qui deviennent violents par rapport à ça. Donc, quand des êtres humains se sentent acculés, ils deviennent violents. Donc, comment je participe à ça? Dans mon confort, moi, j'estime que c'est normal, que j'ai tout ce dont j'ai besoin sans limite. Ben oui, je peux laisser le robinet couler toute la journée. Bon, j'aurai une facture, mais pas plus que ça. Mais le coût que ça a sur l'ensemble, je ne le mesure pas. Donc, je n'ai pas la rétroaction jusqu'au bout. Donc, c'est voir aussi avec les jeunes comment on peut être éduqué et montrer que les jeunes aient l'occasion de suivre une boucle jusqu'au bout, de voir comment ça revient jusqu'à moi et comment, ah mais oui, ça me concerne. Si je veux un air comme ça, si je veux une sécurité, si je veux, alors comment je me comporte? Donc c'est cette démarche de prise de responsabilité, ben justement, est profondément non violente parce qu'elle n'accuse personne. Si je prends ma responsabilité, voilà, je ne vais pas dire ah, c'est à cause d'un tel ou d'une telle ou de tel groupe que ça ne va pas. Ce qu'on a tendance à faire, dès que ça ne va pas, on va désigner un bouc émissaire, c'était les juifs, c'était ceci, c'était les immigrants, bon, on va toujours chercher un coupable. Les décisions qui sont prises nous montrent, à l'échelle collective, ben, combien les intérêts et l'avidité et les questions sécuritaires sont puissantes. Et que là aussi, de dire « Ah, mais c'est pas bien, il faut pas », ben, c'est inefficace. Donc là aussi, c'est prendre la mesure et en soi-même et dans nos relations, ben oui, cette avidité, comment moi je la vis? Le besoin de sécurité, comment je le vis? Comment je cherche à avoir pour moi d'abord? Donc ce mouvement qu'on trouve démultiplié à l'échelle d'un pays, à l'échelle des dirigeants des grandes entreprises, etc. Mais nous sommes pareils en fait, plus ou moins grossièrement. Donc là aussi, c'est cette prise de conscience qui nous fait ne pas nous séparer d'eux en disant « Oh, mais eux, ils comprennent rien, moi, je comprends ». Non, on est fait du même bois. Donc chez l'un, ça va être plus visible ou moins visible, mais on est fait du même bois. Donc nous pouvons trouver une compréhension avec les autres, justement, quand nous voyons, mais nous portons les mêmes mouvements en nous-mêmes. Oui, parce qu'elle est profondément réaliste. Elle n'est pas idéaliste. Donc réaliste, ben oui, l'être humain est multiple et porte le meilleur et aussi le pire, le plus égocentrique, le plus violent, le plus égoïste. Voilà. Et aussi cette possibilité d'une ouverture, d'un lâcher-prise. Il est porteur de tout cela. Et nous sommes tous porteurs de tout cela, mais voilà comment... avec ce potentiel,
le chemin spirituel, c'est comment nous actualisons ce potentiel, qui n'est pas actualisé au départ, il est à accomplir, à réaliser. Donc, justement, non pas en nous conformant à un idéal, mais en prenant en compte et en reconnaissant en nous toutes ces facettes, le violent en nous, l'égocentrique en nous, ce qui nous amène à ne pas être dans le jugement vis-à-vis des autres et à pouvoir être sur un pied d'égalité avec les autres en voyant, mais on fait partie de la même humanité, il n'y a pas les bons et les méchants, et ce qui permet de dialoguer avec les autres. Mais dès qu'on se met, moi je suis dans la spiritualité, qu'on se met un tant soit peu en décalage, donc au-dessus des autres, la séparation va être là. Donc la non-dualité, c'est précisément de voir comment je me mets à part des autres, comment je me trouve un peu spécial, un peu différent. Non, je ne suis pas spécial, je ne suis pas différent, je suis comme les autres. Et c'est parce que justement je reconnais ce terreau commun que je peux être avec les autres. Comme la situation est tellement incertaine, tellement imprévisible, on n'est pas trop d'être plusieurs pour trouver des réponses. Là aussi, c'est quelque chose qui me frappe. Moi, j'étais très individualiste, j'ai pratiqué un métier, une profession libérale, donc seul, donc où je fais à ma guise. Et donc, à partir du moment où j'ai exercé avec d'autres, à prendre des décisions à plusieurs, je me suis rendu compte que les décisions qu'on prend à plusieurs, en acceptant de se frotter, d'être dans la contradiction, etc., étaient meilleures et plus vastes, plus ouvertes que des décisions que j'aurais prises tout seul. Donc là aussi, la complexité, la difficulté des situations auxquelles on est confronté, appelle cette coopération, appelle ce travail ensemble pour voir quelles sont les réponses que nous apportons et pas chacun de son côté. Tout se passe en nous-mêmes, donc tout ce qui nous vient de l'extérieur nous touche, nous affecte à l'intérieur. Donc l'extérieur, ce que nous appelons l'extérieur, en fait nous ramène continuellement à nous-mêmes. Mais comme nous pensons, la pensée, elle, remet les choses à l'extérieur en disant « c'est un tel qui m'a dit ça, c'est les Russes qui ceci, les Ukrainiens qui cela, les Syriens, etc. etc. » Donc je replace les choses à l'extérieur sans voir que, mais non, le champ de bataille, s'il y en a un, il est dedans. Et justement, comment je reçois les choses, comment je prends parti, comment je m'énerve contre ceci ou contre cela. Donc, en fait, l'extérieur me révèle à moi-même. S'il n'y a pas l'autre, je ne me connaîtrai pas. Donc nous avons besoin de l'extérieur parce que l'impact de l'extérieur, par les réactions qu'il engendre en nous, nous révèle à nous-mêmes. Donc pour moi, c'est ça l'aspect concret, c'est d'observer les émotions, les pensées, les réactions qui me viennent face à une situation, face à un événement. Qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que ça me fait ressentir ? Qu'est-ce que j'en pense ? Quelles sont mes réactions épidermiques ? Et au-delà, si j'essaye d'ouvrir mon regard, si j'essaye d'aller plus profondément en moi-même, je peux peu à peu distinguer qu'il y a des réactions qui sont brutales, fermées, violentes, intolérantes, et qui en fait me laissent pas un bon goût, qui me laissent pas en paix, qui me soulagent ma tension très temporairement, mais qui ne vont pas amener quelque chose d'heureux en moi, et que si je cherche plus profondément en moi, je peux avoir une vision différente de la situation, plus lucide, plus compréhensive, et ce qui va susciter en moi des réponses d'une qualité différente, plus paisible, plus en harmonie avec les autres, avec ceux qui m'entourent. La prise de conscience qu'il n'y a rien de stable, ni à l'extérieur de nous, ni dans nos états d'âme, cette prise de conscience, parce qu'en fait, nous cherchons la sécurité dans quelque chose de stable, et nous voyons que dans le monde d'aujourd'hui, une chose stable et à l'extérieur et dans notre psychisme, ça n'existe pas. Donc ce constat peut être désespérant si on s'arrête là. Et
Donc le questionnement spirituel, c'est se demander, mais justement, existe-t-il quelque chose de stable qui n'est pas affecté par tout ce flux continuel de changement? Et donc les religions vont répondre, je dirais, à notre place. Le questionnement spirituel ne répond pas à notre place, laisse l'ouverture, dire, ben oui, questionne-toi et puis rencontre des humains qui se posent aussi cette question, parce qu'à plusieurs, il y a peut-être plus de chances de sentir une réponse. Et une réponse qui n'est pas une réponse avec des mots, mais qui est une réponse vécue, ressentie, où on peut effectivement percevoir, ah oui, il y a un endroit en moi qui n'est pas affecté, un endroit en moi qui est au-delà de ce flux de changement perpétuel. Mais voilà, ce n'est pas une croyance, et puis c'est quelque chose qu'on peut entreapercevoir une fraction de seconde, et puis le perdre aussitôt. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir une pratique, de revenir, et aussi de se retrouver à plusieurs, parce que souvent nous le perdons de vue complètement, même nous l'oublions, nous ne savons même plus que ça existe, pour peu à peu cultiver ce chemin vers cette profondeur stable et non affectée. Si on prend le langage traditionnel, il est question du vieil homme. Le vieil homme, c'est celui qui est mené par ses conditionnements et par ses habitudes. Quel est l'intérêt de sortir de ça? C'est que les conditionnements et les habitudes sont aveugles, ne prennent pas en compte la réalité mouvante et qui bouge sans cesse, qui se transforme sans cesse. Donc, le vieil homme est rigide. Les habitudes nous rendent rigides, les habitudes de penser, les habitudes de juger, tout ça c'est très répétitif. Et si on connaît des personnes depuis longtemps, on peut voir comment on peut rester sur ces rails avec les mêmes habitudes, les mêmes jugements, et ça peut durer une vie entière. Donc en termes d'être en contact avec la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire perpétuellement changeante, surtout dans un changement comme maintenant qui s'accélère, on va être de plus en plus mis sur le côté, et mal, parce que incapable de s'adapter à ce changement perpétuel. Donc, quitter le vieil homme, le vêtement du vieil homme, voilà, c'est quitter nos conditionnements pour voir, mais non, chaque situation demande une réponse nouvelle, un regard renouvelé, qui ne juge pas en fonction de mon passé et de mon histoire, mais qui essaye de voir les choses comme elles sont et pas comme je voudrais qu'elles soient ou je pense qu'elles devraient être, non, comme elles sont. Donc ce qui demande à chaque fois de repartir de zéro et d'être dans la position de celui qui ne sait pas. Alors que quand on est mené par ses conditionnements et ses habitudes, on sait « Oh, mais c'est comme ça, mais je sais très bien, et le gouvernement devrait ceci, et les entreprises devraient cela. Ah, je sais très bien, mieux que tout le monde. » Non, on ne sait rien du tout. Et justement, de pouvoir reconnaître « La vie est tellement complexe. Non, je ne sais pas. » Et cette attitude d'humilité, de voir « Mais oui, je ne sais pas. » Et l'homme nouveau est quelqu'un qui reconnaît qu'il ne sait pas, et qu'il a tout à découvrir et à apprendre d'instant en instant. Voilà, mais c'est un sacré engagement.